quelques minutes pour conclure le cycle qui s'est passé. Donc, on va avoir très peu de temps. On termine bien l'année. Nous avons eu 2 communications globalement excellentes et contradictoires, donc c'était très bien. Ça reste valide. Bon, bref, alors voilà, je ne dirai rien sur les communications d'aujourd'hui parce que vous avez écouté. Mais je voudrais juste rappeler ce qui s'est passé cette année. Donc, nous avons eu 4 conférences, un cycle. L'année prochaine, donc, nous comptons en faire d'autres avec d'autres sujets. Donc cette année, il y a eu 4 conférences. Donc, les 3 premières, je vais pas faire le résumé, il n'y a pas beaucoup de temps, mais simplement évoquer les enjeux, parce que ce sont des enjeux qui sont très importants dans notre profession, très différents. Donc aujourd'hui, ça s'est terminé avec le structurel, et beaucoup plus que le structurel, parce que nous en avons parlé aujourd'hui avec David et Raphaël. Mais alors au début c'était André Ratio et Mézig, et donc c'était la première conférence qu'on a choisie. C'était l'idée, bon c'était un peu moi qui... À part la conférence, la deuxième, c'est pas moi qui ai choisi, c'est moi qui ai choisi les mélanges, c'était l'idée. Donc André Ratio et moi, c'était payer un tribut à l'histoire de l'ostéopathie. D'accord, voilà, c'était ça l'idée, je pensais que l'Académie d'ostéopathie. C'est quand même curieux, l'enjeu c'est quoi? Pourquoi cette profession est encore très attachée à cette tradition, à discuter, est-ce que Steve il a dit ça, il était jeune, il n'a pas dit ça comme ça, l'autre il a dit ça comme ça, il y a des congrès et des séminaires et partout, et en Russie, et en France, et en Hollande, où on n'arrête pas. En médecine, on n'étudie jamais l'histoire de la médecine. En ostéopathie, ça reste une question très importante. Il y a des jeunes qui trouvent ça rasoir, et puis il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça. Donc moi je suis parti des gens extrêmement sensibles à ça. Donc André et moi, on a travaillé, on a vécu, on a fonctionné au début des années 70, et on a donc, lui et moi, je peux dire qu'on a l'album le plus spectaculaire qu'il puisse imaginer. Il n'y a pas un ostéopathe qu'on a connu d'importance, donc sur pas la tradition, on a ça. Donc moi, j'ai couru dans les années 70 pour connaître des gens qui ont vu Steve. C'était très important pour moi. J'en ai trouvé 2 qui avaient vu Steve vivant. C'était sympa la technique, je m'en foutais. Donc c'était cet aspect-là. Donc la tradition, le premier enjeu que je veux souligner, c'est ça, c'est pourquoi on est tellement attaché à la tradition, à la philosophie et au principe. D'accord ? Pour moi, c'est extrêmement efficace. Je reste quelqu'un... mon objectif à long terme, c'est l'ostéopathie hospitalière. Un ostéopathe dans tous les services. D'accord ? On doit pouvoir traiter la pneumonie. Je suis ostéopathe, mais aussi médecin. Et pour moi, l'ostéopathie, ça doit être la médecine. Et alors là, ça pose tout un tas de problèmes par rapport à ce qu'a dit Raphaël. Mais c'est une médecine où on doit avoir un sujet... quelque chose à dire dans les maladies auto-immunes, dans les maladies infectieuses, dans tous les domaines, d'accord? Est-ce que la tradition est importante dans ce domaine ou pas? Je ne sais pas. Bon bref, j'arrête là. C'était la première conférence, on n'a pas d'autre temps. Deuxième conférence. Alors celle-là était imprévue. Elle était imprévue parce qu'il y avait un monsieur que tu connais bien, donc Géry Draper-Rodi qui devait venir. Je voyais bien la mixture, et puis alors bon, il ne peut pas venir, il ne veut pas venir. Et donc à ce moment-là, il y a un médecin qui vient, un ostéopathe, qui a fait lui médecine et l'ostéopathie ensuite, Alain Kossoura, et un jeune ostéopathe qui s'appelle Pierre-Luc Lhermitte, donc qui lui est un juriste. Okay, donc une conférence a priori qui n'avait rien à voir, mais les voies de la Providence sont impénétrables, comme disait l'abbé Serra. Et donc ça marchait très bien. D'accord, ça marchait très bien, c'est très intéressant, parce que on avait eu un problème de, je résumerai ça entre légalité et légitimité, d'accord? Donc, une conférence, Pierre-Luc Lhermitte, en 2 secondes, je peux rien vous dire dessus, c'était brillant. Si le législateur avait voulu interdire à un ostéopathe de traiter une pathologie organique, il aurait suffi de dire, à l'exclusion des pathologies organiques, point. Et là, c'était terminé. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a utilisé une kyrielle de qualificatifs pour dire que, finalement, les ostéopathes ne sont pas autorisés à traiter un certain type de pathologie organique, qui sont celles qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique. C'est-à-dire qu'il existerait d'autres pathologies organiques qui ne nécessiteraient pas ça, qui appartiennent au champ de compétences des ostéopathes. C'est tout simplement un ostéopathe qui a appliqué le langage de l'ostéopathie à la culture juridique. C'était remarquable, d'accord? C'était vraiment remarquable. Je ne sais pas si tous les juristes parlent comme ça, c'est absolument pas que c'est à écouter, c'était remarquable. Alain Kossoura, par contre, c'est un médecin, donc il a la légalité avec lui, et il a parlé de choses qui sont, il faut bien le dire, donc parce qu'on a le cortex, ou je ne sais pas quoi, tous ces gens qui surveillent l'ostéopathie, ben, parmi nous, les ostéopathes, il y a des gens, il y a marqué l'ostéopathe Déo, mais il y a des gens bizarres, donc comme il a dit, le biodynamique,
L'autre, il fait, alors par exemple, à la Kassoura, il fait un truc qui est très fréquent chez pas mal d'ostéopathes, la datation. Alors, vous mettez la main comme ça, et alors vous avez eu un accident à 6 ans, vous avez été violé à 9 ans, sur des trucs comme ça. Ouais. Bon, alors ça se fait depuis très longtemps, c'est influencé par la kinésiologie. Est-ce que c'est une forme légitime d'ostéopathie? Alors l'ostéopathie qui est reconnue maintenant, il faut qu'elle s'occupe de ceux qui sont les formes pas reconnues. Avant, nous, on était les charlatans. Il y avait que ceux qui étaient reconnus. Maintenant, c'est nous le contraire. Attention, les reconnus, puis il y a les gars derrière, là, les magnétiques. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que ce sont des formes légitimes? Il nous a même parlé à un moment de rémanence, je pense qu'il a compris, de personnes mortes dont les gens qu'ils traitaient, d'accord? Et voilà. Alors ça va être des questions qu'il faut qu'on soit prêt à aborder, qu'on va repérer. Il va y avoir des cortex et des associations qui vont repérer ces choses-là. Les ostéopathes font de la datation, peut-être invoquent les morts, je ne sais pas. Ce sont des questions qui vont se poser, qui vont s'ouvrir. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt à répondre. Est-ce que ce sont des formes légales ou légitimes? C'est pas la même réponse, d'accord? La légalité, la légitimité. Nous, longtemps, on a été dans la légitimité, mais on était illégaux, d'accord? Donc, est-ce que voilà. Donc, ça, c'est le dossier qui a été ouvert ce jour-là. Troisième conférence, et donc la dernière, puisque c'était alors 2 personnes qui avaient suivi la même formation, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et qui ont fait des tas de choses différentes, mais qui avaient suivi la même formation, donc Bruno Ducou et Florence Brune, qui n'est pas là, qui avait suivi la formation à propos d'un personnage qui s'appelle Charlotte Weaver. D'accord? Tu n'as pas parlé ce jour-là, toi, de Charlotte Weaver, c'est dommage, j'aurais aimé que tu nous dises quelques mots de ta vision de la chose, d'accord? Mais bon, alors, mais en réalité, bon, le sujet c'était quoi? Le titre était quoi? De l'extrême fonctionnalité à l'extrême structuralité, d'accord? Bruno, je l'ai choisi comme le drapeau, le je sais pas quoi, le croiseur de l'ostéopathie ultra-fonctionnelle, c'est-à-dire, il nous a montré une diapositive où on le voit en train de serrer un arbre dans les bras, nager avec un dauphin, aller traquer le fibroblaste, soulever un bébé. Donc voilà, Bruno, c'est véritablement la question aussi que doit se poser la profession, qui existe depuis le début, de style et d'ailleurs, c'est-à-dire le parallèle entre le microcosme et le macrocosme, le fait que l'ostéopathie n'est pas qu'un truc sur les os, c'est un principe de compréhension du vivant, des rythmes du vivant dans les arbres, les dauphins, les bébés, les fibroblastes, les machins, etc. D'accord? Et donc ça aussi, c'était un dossier qu'il a ouvert. D'accord? On ne peut pas être insensible à ça. C'est beaucoup d'ostéopathes. C'est pas que du structurel et des trucs comme ça. Ce sont des gens qui font des tas de choses différentes, d'accord, et qui prétendent que ce dont on parle, ces rythmes dont on parle, sont affectent le monde, d'accord, sont une partie de l'univers. Donc ça aussi, c'était un enjeu intéressant. Et la deuxième chose, alors ça, j'étais très touché de qu'il y ait eu cette conférence. Donc il y a une dame qui s'appelle Charlotte Weaver, donc, qui a fonctionné entre les 2 guerres, enfin, après aussi, mais essentiellement entre les 2 premières guerres mondiales, et qui a été donc elle est très timide, enfin très timide, je le sais parce que j'ai travaillé avec Leïla, avec un timide pour écrire aussi mal l'anglais, donc très timide, et qui, avec des lunettes et tout là, et qui donc, elle était l'élève de Steele, elle a connu Steele, et Steele lui a dit, well, I think you should check up the cranium and see what happens there, you know. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une interrogation au crâne. Le crâne, c'est un défi à la loi de la structure-fonction. C'est le crânien, ça n'a rien à voir, le truc de structure modale fonction, ça ne s'applique pas dans le crâne. Vous avez déjà vu, vous, que modifier la frontosphénoïdale droite, ça fait quelque chose sur le cerveau. Jamais. Le crânien, c'est le seul domaine de l'ostéopathie où structure modale fonction ne veut rien dire du tout. Vous avez beau tripatouiller le crâne dans toutes les directions, il n'y aura jamais de modification d'aucune maladie neurologique connue. Donc ça ressemble à quoi? Donc c'est pour ça que le cortex, le machin, il me dit... Parce que le modèle de Sutherland, c'est un modèle très particulier. Le Sutherland, ça aboutit à quelque chose de très intéressant qui va être le MRP et ce qu'on avait avec Bruno, les rythmes. Mais en réalité, au niveau de la biomécanique, Sutherland, c'est pas du tout ça, d'accord? C'est incohérent. Ces histoires d'os qui bougent et tout ça, c'est incohérent. On ne voit pas très bien qu'est-ce qui règle ce truc. Alors, il est passé par les ménages et tout ça. Donc, il y a cette Charlotte Weaver qui, elle, reçoit l'ordre de Steele de trouver une logique au crâne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une recherche et elle va trouver donc qu'effectivement le crâne, ce sont 3 vertèbres. Alors c'est pas elle qui l'a trouvé, excuse-moi, ça s'est trouvé bien avant, mais elle applique le truc ostéopathique. Et alors moi ça m'a... Donc elle a vécu en France
Et il y a deux personnes qui sont occupées de la ressusciter, Margaret Sorel en Amérique, Bruno a étudié avec elle, et cette modeste Florence Brugge, qui est venue nous présenter sa biographie. D'accord ? Et donc, je pense que ça va être une révolution. D'accord ? Je pense que ça va être une révolution en ostéopathie. Okay ? Si je vous donne juste un petit avant-goût, vous imaginez, regardez le nez. Moi, je suis juif, j'ai un beau nez. Donc, alors, à quoi ça vous fait penser ? Moi, j'ai jamais pensé à ça. Écoutez, Charlotte River, c'est quoi le nez? Il y a 3 vertèbres crâniennes. Le nez et le massif facial, tout ça, là, c'est l'épineuse de la première vertèbre. L'épineuse, elle est devant. Alors, vous avez l'épineuse derrière. Elle est devant. Donc, vous avez l'épineuse de la première cervicale crânienne qui est là, l'épineuse de la troisième qui est là. Forcément, il y en a une deuxième. Et oui, c'est ça dans le truc de Sutherland qui manquait. Il y a une vertèbre au milieu qui est essentiellement sphénoïde, qui assure le fait qu'il y a une vertèbre d'un côté et l'autre de l'autre côté, d'accord, pour enseigner le viscère, le viscère crânien. C'est extrêmement intéressant. Donc moi, je vous avoue que ça fait 40 ans que le crânien, mais ça me rase grave. J'ai fait un séminaire en 75 avec Freisman et tout ça, c'était très bien, mais ça m'a toujours rasé, mais royalement. J'ai adoré Tigme de Roi. Je ne voyais pas l'intérêt du crânien. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait de se tripatouiller. Je trouvais ça magnifique, la dentelle, les biseaux. Et là, j'ai trouvé un intérêt fabuleux. Je m'y réintéresse, donc excusez-moi, c'est purement anecdotique. Mais je crois qu'il y a une logique dans Weaver qu'il n'y avait pas chez Sutherland. On peut revenir à Sutherland après. Il y a une logique, il y a 3 vertèbres. Et comme disait Bernard Bacol et tout ça, il y a une scoliose de la tête. Le crâne doit être traité comme 3 vertèbres. Il continue les vertèbres cervicales. Et on ajuste le crâne par rapport aux vertèbres cervicales, par rapport à l'atlas, pas par rapport au sacrum. D'accord ? Ça change beaucoup notre manière de voir les choses. D'accord ? Et modeste exercice clinique, expérience clinique que j'ai depuis la dernière fois, je trouve ça très amusant, très rapide. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt, puisque depuis que j'ai vu le questionnaire que nous a envoyé, Chantal, un cas clinique non documenté n'est pas un cas clinique. D'accord ? Donc je serais mort d'envie de vous raconter quelques cas cliniques que j'ai traités avec cette méthode, mais ça n'est pas documenté, donc je n'en parlerai pas. Voilà, donc c'était une très belle aventure ces quatre conférences. Il y a plein de choses où on peut ne pas être d'accord, comme Cyril a dit à David sur les leviers longs. C'est vrai que moi, élève de Little John, les leviers longs, c'est la vie pour moi, c'est ça, c'est que les leviers longs. Tu vois, notre Bernard nous disait jamais les leviers courts, c'est les chiropracteurs qui font ça. Après, j'ai entendu Cyril, c'est intéressant ce que tu as dit. Donc, toute cette contradiction est intéressante, de pouvoir associer les deux. Les insultes à Friette, ça n'arrête pas. Donc, vous deux, vous êtes d'accord. Moi, je dois retraduire, je suis en train de finir, on va republier le bouquin de Friette, et je me sens obligé de défendre la mémoire de Friette et de dire que ce n'est pas vrai, que c'est faux, et que c'est dépassé. J'en ai parlé avec mes amis belges, la Walid Salem et tout ça. J'aurais dit, écoutez, avec les mains, qu'est-ce qu'on sent? Friette. J'ai dit, d'accord, c'est bon. En gros, c'est Friette. D'accord. Il me dit, au stade grossier, c'est en gros, on peut utiliser ça comme un début. Après, c'est vrai qu'on va rentrer dans les détails, mais au niveau grossier et palpatoire, pourquoi pas. D'accord. Donc, vous voyez, on n'est tous pas d'accord, c'est génial. L'académie a été un lieu de forgeage et de ces idées. Donc, please, soyez là l'année prochaine, il y aura des choses certainement passionnantes. Voilà.